27. Le secret médical. Le secret médical. 27. Grand 1. Généralité. Le secret médical est une notion extrêmement ancienne. Ce secret médical gêne beaucoup de monde. Par exemple, il y a quelques années, un député souhaitait obliger les médecins par une loi à déclarer les personnes âgées soignées, inaptes à la conduite automobile. Mais cela n'est pas le rôle du médecin, c'est celui de la commission du permis de conduire. L'Éducation nationale avait envisagé de sélectionner les enfants dans les petites classes sur le score d'APGAR. À la naissance, un nourrisson doit rosir et crier. S'il ne respire pas bien et s'il a des difficultés à rosir, le score d'APGAR n'est pas de 10, score normal. Ce qui peut laisser présager une souffrance ou une déficience de la maturation cérébrale, d'où cette idée de la sélection. Ce score n'est peut-être pas reconnu et ne doit pas être reconnu par l'Éducation nationale. Le secret médical est un secret professionnel. Chaque profession a son secret. Il est particulier dans le sens où il touche la personne humaine et qu'il n'y a pas de communication possible entre les différents secrets. Le secret médical n'est pas absolu, mis à part quelques exceptions ou dérogations. Grand 2, les textes. Grand A, le serment d'Hippocrate. C'est un texte grec historique. Hippocrate, médecin du IVe siècle avant Jésus-Christ, vivait dans l'île de Kos. Un étudiant de médecine devient médecin en prêtant serment. C'est le serment d'Hippocrate. Tout ce que je verrai ou entendrai dans le commerce des hommes, je le tiendrai secret. Grand B, le texte légal. Le Code pénal traite le secret médical de façon pénale. Article 226, 13. La révélation d'une information à caractère secrète par une personne qui en est dépositaire est punie. 1 an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Cette obligation touche toutes les professions. La loi a évolué car dans l'ancien code pénal, avant 1994, un ensemble de textes spécifiques était applicable aux médecins. Des textes étaient spécifiques à la profession médicale. La dernière édition du Code déontologique médical date du 6 septembre 1995. Il est régulièrement remis à jour. Article 4. Le secret médical est institué dans l'intérêt du malade. Le secret couvre tout ce qui nous a été confié, mais aussi ce que l'on a vu, entendu ou compris. Article 72. Le médecin doit veiller à ce que le secret médical soit respecté par ses collaborateurs, secrétaires, l'équipe médicale dans le service médical, les étudiants en médecine par exemple. On doit veiller au secret et par conséquent à la sécurité des documents, le dossier médical. Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille, ni dans la vie privée d'une personne. Grand 3. Les raisons d'être du secret médical. Il y a 3 raisons. Première raison, l'intérêt privé. Deuxième raison, l'intérêt public. Troisième raison, le contrat médical. Première raison, grand A, l'intérêt privé. Le médecin ou l'étudiant en médecine a un devoir de discrétion morale. Ce qui nous est confié ne doit pas être répété. Ce secret est destiné à protéger les intérêts de la personne concernée, les intérêts du patient et les intérêts matériels. Par exemple, la révélation de la grossesse peut être une discrimination à l'embauche. Deuxième raison,
B. L'intérêt public. C'est un intérêt de la collectivité au sens large. Chaque membre de la collectivité doit être soigné dans de bonnes conditions, sans craindre le recours aux médecins. Par exemple, dans la pathologie du virus HIV, certaines personnes ont une conduite à risque. Il faut logiquement qu'il voie son médecin traitant. Si le patient pense que le médecin pourrait révéler des informations, il n'osera pas le voir. Si la maltraitance de l'enfance s'avère exacte, le médecin doit agir et dénoncer ces abus. Il existe des dérogations légales, des cas particuliers qui ne sont pas sans conséquences sur l'intérêt public. Dans certains quartiers, les familles du maltraité hésitent à porter l'enfant chez le médecin. Troisième raison, c'est le contrat médical. Depuis un arrêt de 1934 de la Cour de cassation, l'arrêt Mercier, il se crée entre un médecin et son patient un contrat fait d'obligations réciproques. L'obligation du patient est de payer son médecin et de respecter les prescriptions. Les obligations du médecin, dont le secret médical, sont plus nombreuses. Le secret médical est un devoir pour le médecin et un droit pour le malade. Le secret médical n'est pas opposable au malade, c'est-à-dire que l'on ne cachera pas des éléments concernant sa propre état de santé. Si le patient demande des informations sur son état de santé, le médecin est tenu de les lui donner. Une limite existe, cependant, celle de la vérité au malade. Si on diagnostique un cancer à un stade évolué et qu'on le révèle au patient, sans tenir compte de son état psychologique, il peut se suicider. Il faut s'adapter à la psychologie de son patient. Grand 4. Sommes-nous tenus au secret médical? Il n'y a pas de secret médical entre soignants et entre les personnes concernées par les soins d'un patient donné. Mais les médecins non traitants sont tenus au secret médical. La famille est un tiers. Le médecin n'est pas tenu de donner des informations à la famille. Les informations seront données à l'intéressé. Il existe des circonstances où la famille est concernée, notamment s'il s'agit d'un enfant hospitalisé. La jurisprudence admet la notion de grand mineur. Un adolescent, proche de ses 18 ans, qui vient spontanément voir un médecin, a droit au secret médical. S'il s'agit d'un sujet comateux, dans un état de coma, c'est la famille la plus proche qui en est prévenue. L'administration est un tiers. Un médecin ne peut pas donner des informations sur un patient à la police, non. Ou à la justice, non. La police a un droit de réquisition sur un médecin pour soigner quelqu'un, mais en aucun cas un médecin traitant ne peut être concerné. De même, pour témoigner pour un de ses patients en justice, le médecin est tenu au secret médical. Grand 5. Les limites du secret médical. Il y a eu deux périodes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, où le secret médical est absolu ou ne l'est pas. Il admet en principe un exemple. La mort ne relève pas le médecin du secret médical. Il y a deux affaires. L'affaire Vatelet. Au XIXe siècle, un journal du médecin traitant du peintre B. Le page disait qu'il était décédé de la syphilis. Le médecin répond en disant qu'il était décédé du cancer des testicules. L'affaire Kubler, etc. Tout doit être secret, y compris parfois le lieu de la consultation. Il existe de nombreuses dérogations, notamment dans le Code pénal.
article 226-14. On a possibilité et même le devoir de dénoncer les sévices à un mineur de moins de 15 ans. En effet, en France, l'âge légal de la majorité sexuelle est de 15 ans. On peut en avoir à dénoncer les sévices à toute personne qui n'est pas dans la mesure de se protéger, du fait de son âge ou de son état physique ou psychique. Il y a une autre exception en ce qui concerne l'abus sexuel chez l'adulte. La victime doit donner son accord. Le médecin de la sécurité sociale a besoin de connaître l'état de certains patients. Il faut un certain nombre d'informations pour pouvoir autoriser tel ou tel arrêt de maladie. Son rôle est de donner son avis. On considère qu'il y a une notion de secret médical partagée entre le médecin traitant et le médecin de la sécurité sociale qui ne participe pas directement aux soins. Le médecin traitant peut, sans l'accord du patient, donner un certain nombre de révélations au médecin de la sécurité sociale. 37. Les grands principes de la déontologie. La responsabilité médicale. 37. Grand 1. Généralité. La responsabilité médicale signifie être responsable. Il faut pouvoir répondre de ses actes et expliquer pourquoi on a agi de la sorte ou pourquoi on n'a pas agi. Chaque acte engage notre responsabilité. On engage également notre responsabilité lorsque nous n'agissons pas. Exemple, les vaccinations. On sait parfaitement que la vaccination antitétanique est obligatoire et qu'elle est parfaitement efficace. Si, volontairement, on oublie de ne pas vacciner telle ou telle personne et que la personne en question contacte le tétanos, il est clair que votre responsabilité est clairement engagée. L'image du médecin se dévalorise progressivement dans la société. De plus, le désir d'invalidation explique aussi cette augmentation du nombre de procès contre les médecins. Il faut quand même relativiser les choses. Chaque année en France, il y a environ 400 millions d'actes médicaux réalisés et 10 000 accidents. On compte environ 20 000 plaintes. Sur ces 20 000 plaintes, 1 millier font l'objet d'une instruction pénale et une cinquantaine de condamnations. Le premier point de départ possible est une réflexion intempestive. Le deuxième type de plainte est le manque de communication. Le médecin conçoit sa responsabilité au moment où il agit. Grand 2. Les différents types de responsabilités. Quels sont les différents types de responsabilités existants et applicables aux médecins? On relève 4 types de responsabilités médicales du médecin. 1. Les responsabilités de sanction, dirigées contre le médecin lui-même. La responsabilité pénale, si le médecin commet une faute par rapport à la loi pénale. On lui inflige une peine, une sanction. La responsabilité disciplinaire, si le médecin commet une infraction par rapport à notre code de bonne conduite, code moral ou code de déontologie. 2. Les responsabilités de réparation. On demande une indemnisation pour tenter de réparer. Exercice médical libéral, en médecine de ville ou en clinique privée. Cette responsabilité de réparation sera évaluée par l'instruction civile. Médecine hospitalière publique, CHU, hôpital général. Il s'agit de responsabilité de réparation dans le cadre de droit public. Les juridictions administratives seront chargées de trancher. La responsabilité civile est une responsabilité contractuelle depuis le 20 mai 1936.
il se crée entre médecin et patient un contrat fait d'obligations réciproques. Le patient a le libre choix. Le contrat est résiliable. Dans certaines situations, en dehors des situations d'urgence, le médecin peut souhaiter ne pas traiter son patient. Ce contrat comprend d'autres obligations, et notamment l'engagement pour le praticien, sinon de guérir son malade. Il doit lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Les médecins ont une obligation de moyens. Tout doit être mis en œuvre pour parvenir au bon diagnostic. Il existe des situations pour lesquelles des résultats sont obligatoires. C'est notamment le cas pour la détermination des groupes sanguins, la mise en place de prothèses. Dans cette obligation contractuelle, le médecin a aussi le devoir d'information. Depuis les lois, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité corporelle qu'à condition d'avoir un but thérapeutique. Le consentement doit être libre. Le patient doit être informé à toutes les étapes au moment du diagnostic clinique et des examens complémentaires. Le médecin doit vérifier que le patient a exactement compris ce qui était raconté. Exemple, un patient s'est fait opérer dans une clinique privée pour un problème de ronflement. À l'époque, cette intervention n'était pas remboursée par la sécurité sociale. La clinique a réclamé au patient des frais d'hospitalisation. Le patient a dit « On ne m'avait pas dit que cette intervention-là n'était pas remboursée par la sécurité sociale. » Le devoir d'information va donc au-delà des données purement médicales. Avant, quand on demandait une réparation, c'était le demandeur qui devait apporter la preuve. En matière d'information, les choses ont changé récemment. Actuellement, le médecin doit prouver qu'il a effectivement délivré l'information au patient. Il doit faire un dossier pour chacun de ses patients. À l'hôpital, le médecin hospitalier écrit au médecin traitant en disant que le patient doit bénéficier d'une intervention date.